Ma sœur enceinte m'a accusé de flirter avec son mari à ma fête de remise de diplôme, mais il a révélé sa liaison et a déclaré que le bébé n'était pas le sien, ce qui a mené à une bagarre physique et a détruit ma relation avec elle. J'ai obtenu mon diplôme d'infirmière samedi dernier. Mes parents ont organisé une grande réception chez eux, avec toute notre famille élargie, des amis de la fac et quelques voisins du quartier. C'était une réussite immense pour nous tous, car je suis la première de la famille à décrocher un diplôme, et ils tenaient à célébrer cela dignement avec toutes les personnes qui m'avaient soutenue au fil des années. Ma sœur Émilie, âgée de 24 ans et enceinte de 8 mois, est venue accompagnée de son mari, Denis, avec qui elle est mariée depuis 3 ans. Je pensais sincèrement que tout se passerait bien. Lorsqu'on lui avait parlé de la fête, elle semblait vraiment contente pour moi, et elle avait même proposé d'aider maman à décorer. Émilie a toujours eu ce besoin d'être le centre de l'attention, dans toutes les circonstances. Elle a déjà fait des choses déplacées, comme annoncer ses fiançailles pendant la réception de mariage de notre cousine, ou révéler sa grossesse lors de la fête des 80 ans de notre grand-mère. Elle partage aussi souvent ses petits tracas sur les réseaux sociaux, dans l'espoir d'obtenir des réactions compatissantes. Malgré cela, l'ambiance de la fête était excellente. Tout le monde me félicitait, posait des questions sur mes projets professionnels et racontait des anecdotes sur leur propre vie professionnelle. Nous dégustions les grillades que mon père avait préparées depuis tôt le matin, accompagnées d'un magnifique gâteau commandé chez la pâtissière réputée du quartier. Je parlais tranquillement avec mes amis près de la terrasse, lorsque j'ai vu Émilie se lever brusquement de sa chaise à la table principale, où elle était installée avec Denis. Elle s'est approchée de nous, avec une expression déterminée sur le visage, une expression que je connaissais trop bien, typique de ces scènes passées. Elle s'est arrêtée juste devant moi, et en me pointant du doigt, elle a déclaré d'une voix forte, assez pour que toute la réception l'entende, que je passais la soirée à flirter avec son mari et que j'essayais de le séduire alors qu'elle était enceinte et vulnérable. Un silence glacial est tombé sur l'ensemble du jardin. Toutes les conversations se sont arrêtées net. Émilie criait que j'étais une sœur indigne, jalouse de son bonheur, et que je ne supportais pas de la voir heureuse. Selon elle, j'étais envieuse de son mariage et j'essayais de briser sa famille parce que j'étais célibataire et seule. J'ai tenté de lui répondre calmement, en disant qu'elle exagérait complètement, que je n'avais pratiquement pas parlé à Denis, si ce n'est pour lui dire bonjour à leur arrivée. Mais elle ne me laissait pas parler, m'interrompait sans cesse, devenant de plus en plus véhémente. Elle me reprochait de lui avoir touché le bras et de rire à ses plaisanteries d'une façon déplacée. Denis, lui, restait figé. Il semblait choqué, mal à l'aise. Tout le monde nous regardait. J'ai vu mes parents accourir depuis l'autre bout du jardin, visiblement bouleversés, car la voix d'Émilie perçait à travers le brouhaha de la fête. Je lui ai dit qu'elle exagérait, qu'elle devait se calmer, se rasseoir et arrêter de s'humilier ainsi devant tout le monde. Mais elle a continué, les larmes aux yeux, criant qu'elle se sentait trahie, qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne dans sa propre famille. Et c'est à ce moment-là que Denis, resté muet jusque-là, le regard fixé au sol pendant qu'elle m'accusait, a levé les yeux. Il a dit qu'en réalité, c'était Émilie qui l'avait trompé. Il a affirmé que le bébé qu'elle portait n'était probablement même pas de lui. Un murmure d'effroi a parcouru la foule. Émilie est devenue livide. Denis a poursuivi en disant qu'il avait découvert des messages sur son téléphone il y a 3 semaines, venant d'un certain Randall, un homme avec qui elle entretenait une relation secrète depuis plusieurs mois. Et selon lui, la date de conception correspondait parfaitement à la période de leur liaison. Émilie a hurlé que Denis mentait, qu'il essayait simplement de détourner l'attention de sa propre conduite. Mais Denis a sorti son téléphone et a commencé à lire à voix haute certains de ses messages. Émilie tentait désespérément de lui arracher le téléphone des mains. Les messages étaient clairement amoureux, parfois même explicites, évoquant des rendez-vous dans des hôtels pendant que Denis travaillait tard. L'un d'eux mentionnait même qu'Émilie s'inquiétait de sa grossesse et se demandait si elle devait dire la vérité à Denis sur la paternité. Émilie sanglotait, criait que ces messages étaient sortis de leur contexte, qu'il voulait l'humilier devant la famille. Mais Denis continuait à lire d'autres extraits qui montraient clairement qu'elle lui avait menti pendant des mois sur ses déplacements et les personnes qu'elle fréquentait. Tout ce que j'avais refoulé depuis des années à propos de son comportement égocentrique a explosé d'un coup. J'étais à bout. Elle venait de ruiner ce qui devait être mon moment à moi, avec ses accusations absurdes et son besoin constant d'attention. Sans réfléchir, je l'ai repoussée avec force, assez violemment pour qu'elle perde l'équilibre. En essayant de se rattraper à la table, je lui ai saisi les épaules et je l'ai secouée en criant qu'elle était une menteuse égoïste, incapable de supporter que quelqu'un d'autre soit heureux. Émilie a commencé à me frapper en retour. Nous nous sommes battus, là, devant tout le monde. Elle me tirait les cheveux, je la giflais. Nos proches étaient pétrifiés.
Mon père et 2 de mes oncles ont dû intervenir physiquement pour nous séparer. Ma mère pleurait, suppliant qu'on arrête, demandant ce qui nous prenait. Émilie, une main sur son ventre arrondi, criait que j'essayais de faire du mal à son bébé, pendant que moi je hurlais qu'elle avait détruit ma fête de diplôme avec ses mensonges et son égoïsme. Je n'ai jamais tenté de frapper son ventre, ni de mettre en danger sa grossesse. J'étais simplement en colère, et j'ai tout fait pour éviter cette zone. Denis est resté là, à regarder toute la scène, sans essayer d'intervenir ni pour elle ni pour moi. Après que mon père m'a éloigné d'Émilie, Denis a annoncé devant tout le monde qu'il s'en allait, et qu'Émilie n'avait qu'à se débrouiller pour rentrer seule. Il en avait assez de ses mensonges et de ses manipulations. Il a quitté la fête sous les yeux de tous, tandis qu'Émilie pleurait encore et le suppliait de ne pas l'abandonner. Ensuite, elle s'est tournée vers nos parents et a commencé à leur réclamer de choisir entre me soutenir ou la soutenir, comme si c'était une affaire de camp à prendre. À partir de là, la fête s'est quasiment arrêtée net. Les invités étaient mal à l'aise, ne savaient plus quoi dire ni comment réagir. La majorité est partie dans les 30 minutes suivantes, en prétextant d'autres obligations. Mes parents étaient bouleversés que ma fête de remise de diplôme se soit transformée en un tel désastre. Ils ont passé le reste de la soirée à essayer de comprendre ce qui s'était passé, et comment la situation avait pu dégénérer aussi vite entre Émilie et moi. Émilie a fini par appeler une amie pour venir la chercher, car Denis était parti avec leur voiture. Elle a passé tout le temps d'attente à pleurer, en répétant que tout le monde s'acharnait contre elle, et que j'avais toujours été jalouse de sa vie. Pendant ce temps, j'aidais mes parents à ranger les décorations et les restes de nourriture d'une fête qui aurait dû être un moment de joie. Je ne me sens pas fière de la manière dont j'ai réagi. Je reçois beaucoup de questions sur les détails de ce qui s'est passé, et pourquoi les choses ont dégénéré aussi rapidement. Alors, j'aimerais donner un peu plus de contexte sur ma relation avec Émilie, et sur ses comportements centrés sur elle-même qui ont précédé cet incident à ma fête de diplôme. Émilie et moi n'avons jamais eu une relation particulièrement proche. Elle a toujours été ce genre de personne qui a besoin d'être au centre de l'attention dans toutes les situations, et cela a posé des problèmes lors des événements familiaux depuis que je suis petite. Quand nous étions enfants, elle faisait des choses comme simuler une maladie le jour de mon anniversaire, pour que nos parents s'occupent d'elle au lieu de célébrer avec moi. Ou alors elle se mettait à pleurer en prétendant que d'autres enfants à l'école la harcelaient, chaque fois que j'invitais des amis à la maison, juste pour attirer la compassion des adultes et détourner l'attention de mes amitiés. En grandissant, le comportement d'Émilie est devenu plus calculé, plus manipulateur. Elle avait appris à créer des drames lors des moments importants dans la vie des autres, pour recentrer l'attention sur elle. Par exemple, elle a annoncé ses fiançailles pendant la réception de mariage de notre cousine Meghan, en se levant pendant les discours, en montrant sa bague et en racontant que Denis l'avait demandé en mariage ce matin-là. Ce geste a totalement éclipsé la journée spéciale de Meghan et provoqué de nombreuses tensions dans la famille. L'année dernière, lors du 80e anniversaire de notre grand-mère, alors que toute la famille s'était réunie dans un bon restaurant pour un dîner de fête, Émilie a attendu que tout le monde soit assis et servi pour annoncer qu'elle était enceinte de son premier enfant. Elle a attiré l'attention en faisant teinter son verre et a passé le reste du repas à parler de ses nausées, de la date prévue d'accouchement, et de son futur rôle de mère, reléguant l'anniversaire de notre grand-mère au second plan. Denis, quant à lui, a toujours été un homme réservé, qui déteste les conflits et les drames. Il travaille comme mécanicien dans un petit garage de quartier, il reste discret, et ne s'implique jamais dans les disputes familiales. C'est pour cette raison que tout le monde a été sous le choc quand il a finalement pris la parole et dévoilé la vérité sur la liaison d'Émilie. Si j'étais aussi en colère contre les accusations mensongères d'Émilie lors de ma fête, ce n'est pas seulement parce que c'était des mensonges, mais surtout parce que cette journée représentait l'aboutissement d'un immense effort personnel. Cela faisait 2 ans que je travaillais sans relâche pour obtenir ce diplôme. L'école d'infirmière est exigeante, intense. Je devais jongler entre mes cours et un emploi à temps partiel pour subvenir à mes besoins, tout en vivant chez mes parents pour économiser sur le loyer. J'avais eu beaucoup de mal au lycée, et je n'avais jamais cru être capable de réussir des études supérieures. Mais j'étais déterminée à devenir infirmière, car je voulais avoir une carrière stable, utile aux autres, et capable de me rendre autonome financièrement. Quand j'ai enfin obtenu mon diplôme et réussi mon examen d'État, j'ai eu l'impression d'avoir accompli quelque chose de véritablement important, une preuve que je valais plus que ce que beaucoup avaient toujours supposé. Mes parents étaient extrêmement fiers, car personne dans notre famille proche n'avait jamais obtenu de diplôme universitaire auparavant. Ils voulaient organiser une grande fête pour montrer à quel point ma réussite comptait pour eux, et remercier toutes les personnes qui m'avaient soutenue pendant mes études. Ils ont passé des semaines à tout organiser, à inviter chaque personne qui avait fait partie de mon parcours. Émilie savait à quel point cette fête comptait pour moi, et pour nos parents. Et elle savait aussi que ces accusations envers moi,
à propos de Denis, était complètement fausse. Je passais mon temps à discuter avec mes amis de la fac, et à retrouver des membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des mois. Mise à jour 1. 4 jours plus tard, j'ai eu une longue discussion avec mes parents hier, à propos du comportement d'Émilie pendant ma fête de remise de diplôme, et des années d'attitude centrée sur elle qui ont conduit à cette situation. Je leur ai dit qu'ils portaient aussi une part de responsabilité dans ce qui s'était passé, car ils m'avaient toujours forcé. Mes parents ont toujours préféré faire semblant que nous étions une famille unie et heureuse, plutôt que d'aborder franchement le comportement problématique d'Émilie. Ils ont cette philosophie selon laquelle les conflits familiaux doivent rester privés, et que nous devons donner l'image d'une famille soudée à l'extérieur, peu importe ce qui se passe derrière les portes closes. Cela signifiait que chaque fois qu'Émilie faisait quelque chose d'inapproprié ou de blessant, ils me disaient de laisser couler, de ne pas en faire toute une histoire, car l'harmonie familiale passait avant les sentiments individuels. Lorsqu'Émilie a annoncé ses fiançailles pendant la réception de mariage de notre cousine Meghan, il y a 3 ans, mes parents m'ont dit que j'étais mesquine de m'en offusquer, et que je devrais être heureuse pour ma sœur au lieu de me focaliser sur le moment choisi. Ils ont ajouté que Meghan n'y penserait plus dans quelques années, et que j'aggravais les choses en parlant et en créant des tensions entre Émilie et le reste de la famille. L'année dernière, après qu'Émilie a annoncé sa grossesse pendant le dîner des 80 ans de notre grand-mère, j'ai essayé de discuter avec mes parents de ce schéma de comportement, que je trouvais blessant et irrespectueux envers les autres. Mais ils ont balayé mes remarques, disant qu'Émilie était simplement enthousiasmée par les étapes importantes de sa vie, et qu'elle voulait partager son bonheur avec la famille. Ils m'ont accusée d'être jalouse et peu bienveillante, et m'ont dit que je devais apprendre à être plus généreuse et compréhensive envers ma sœur. Je leur ai dit que leur refus d'agir face au comportement d'Émilie pendant toutes ces années l'avait encouragée à aller encore plus loin, au point de se sentir à l'aise de faire de fausses accusations en public, le jour de ma fête de diplôme. Je leur ai expliqué que leur obsession pour la paix familiale, au détriment des ressentis individuels, avait appris à Émilie qu'elle pouvait tout se permettre, tant qu'elle présentait ses agissements comme de la joie partagée ou des émotions mal gérées. Mon père a d'abord essayé de défendre leur façon d'éduquer en affirmant qu'ils nous avaient toujours traités de manière égale, et qu'ils ne pouvaient pas contrôler les choix de leurs enfants adultes lors des réunions familiales. Je lui ai répondu qu'un traitement égal ne signifiait pas fermer les yeux sur des comportements inacceptables, et que leur incapacité à poser des limites avait contribué directement à ce qui s'était passé à ma fête. J'ai expliqué que les accusations d'Émilie n'étaient pas seulement blessantes pour moi, mais qu'elles avaient aussi embarrassé toute notre famille devant nos amis, nos voisins, et les proches venus célébrer ma réussite. À la place, ils ont assisté à une scène digne d'un feuilleton, entre adultères présumés, doutes sur la paternité, et bagarres entre sœurs. Je leur ai dit que certaines personnes ne se sentiraient peut-être plus à l'aise de participer à de futurs événements familiaux après avoir vu cela, et que le comportement d'Émilie avait terni notre image dans le quartier. Ma mère s'est mise à pleurer pendant cette conversation. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point le comportement d'Émilie m'avait affecté au fil des ans, et qu'elle pensait que je cherchais simplement à rivaliser avec ma sœur, sans comprendre que j'étais réellement blessée. Elle a reconnu qu'ils avaient sans doute été trop concentrés sur le fait d'éviter les conflits et de préserver les apparences d'unité, sans envisager que leur posture permettait à Émilie de continuer à agir de manière déplacée. Je leur ai dit que j'appréciais leurs excuses, mais que ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de voir des changements concrets dans leur manière de réagir face au comportement d'Émilie. Je leur ai annoncé que je ne participerais à aucun événement familial où Émilie serait présente, à moins qu'elle ne présente des excuses publiques à tous ceux qui avaient assisté à ma fête de remise de diplôme. Mon père m'a demandé ce que j'entendais par « excuses publiques ». Je lui ai expliqué qu'Émilie devait contacter tous les invités présents ce jour-là, reconnaître que ses accusations contre moi étaient fausses, admettre qu'elle avait provoqué un drame inutile lors d'une célébration importante, et présenter ses excuses pour avoir mis tout le monde dans une situation aussi inconfortable à cause de ses problèmes personnels. Mes parents ont discuté en privé pendant environ 1 heure, pendant que j'attendais dans le salon. Lorsqu'ils sont revenus, ils m'ont annoncé qu'ils avaient décidé d'exclure Émilie de tous les futurs événements familiaux tant qu'elle n'aurait pas présenté les excuses publiques que j'avais demandées. Ils m'ont dit qu'ils l'appelleraient dans la soirée pour lui expliquer leur décision, et qu'ils contacteraient aussi les membres de la famille élargie qui étaient présents à la fête, pour leur faire savoir qu'ils ne cautionnaient pas le comportement d'Émilie et qu'ils prenaient des mesures pour y remédier. Ma mère a également dit qu'elle souhaitait présenter des excuses personnelles à certains de mes amis de la fac qui étaient venus à la fête. Elle était gênée que leur première impression de notre famille ait été aussi négative, et m'a demandé si je pouvais lui fournir leurs coordonnées pour qu'elle puisse leur envoyer un message, leur expliquant que le comportement d'Émilie ne représentait pas les valeurs de notre famille. Mes parents ont appelé Émilie ce soir-là pendant que je travaillais. D'après ma mère, la conversation s'est très mal passée.
Émilie s'est mise à pleurer immédiatement, disant que tout le monde se liguait contre elle, alors qu'elle traversait le moment le plus vulnérable de sa vie. Elle a expliqué qu'elle était enceinte de 8 mois, qu'elle vivait des problèmes de couple, et que la famille devrait la soutenir au lieu de la punir pour avoir eu une réaction émotionnelle pendant la fête. Émilie a aussi affirmé que Denis agissait de façon distante et étrange depuis plusieurs semaines avant la fête, et qu'elle croyait sincèrement que je flirtais avec lui, parce qu'elle se sentait insécurisée et paranoïaque à propos de son mariage. Elle a insisté en disant que ces accusations n'étaient pas motivées par la méchanceté. Elle a affirmé que ces accusations étaient simplement dues aux hormones de grossesse et au stress causé par son mariage, et qu'elle ne devrait pas être tenue responsable du fait que Denis ait choisi de révéler des informations privées sur leur couple devant tout le monde. Mes parents ont dit à Émilie qu'ils comprenaient qu'elle traversait une période difficile, mais que son comportement lors de la fête de remise de diplôme était inacceptable, peu importe son état émotionnel. Ils lui ont expliqué que l'interdiction de participer aux événements familiaux resterait en vigueur tant qu'elle n'aurait pas présenté des excuses publiques, et qu'ils espéraient qu'elle utiliserait ce temps pour réfléchir à ses actes et tenter de réparer les relations qu'elle avait endommagées. Émilie a raccroché avant même la fin de la conversation, et depuis, elle n'a répondu à aucun de leurs appels ni messages, ce qui est assez typique chez elle lorsqu'elle n'obtient pas la réaction qu'elle souhaite de la part de la famille. Mise à jour 2. Quelques jours plus tard, Denis a tenu parole comme il l'avait dit lors de la fête, et a exigé qu'Émilie passe un test prénatal de paternité non invasif pour déterminer si l'enfant qu'elle porte est bien le sien. Les résultats sont arrivés hier, confirmant qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant. Ce matin, Émilie a appelé nos parents en larmes, disant que Denis l'avait mise dehors et lui avait annoncé qu'il allait demander le divorce, car il ne pouvait plus lui faire confiance et refusait d'élever l'enfant d'un autre homme. D'après Émilie, Denis était devenu froid et distant depuis l'incident de la fête. Il dormait dans la chambre d'amis au lieu de partager leur lit, en attendant les résultats du test. Une fois que les résultats ont confirmé que le bébé n'était pas de lui, Denis lui aurait dit qu'il se sentait trahi et manipulé, et qu'il ne pouvait pas continuer leur mariage en sachant qu'elle lui avait menti pendant des mois sur sa liaison et sur la grossesse. Émilie est maintenant enceinte de 38 semaines et pourrait accoucher à tout moment. Elle n'a nulle part où aller, car elle n'a pas assez d'argent économisé pour louer un appartement, et la plupart de ses amis se sont éloignés d'elle depuis que l'affaire de la trahison et des accusations mensongères s'est répandue dans notre cercle social. Elle a de nouveau appelé nos parents en pleurant, les suppliant de la laisser revenir vivre chez eux temporairement, le temps de trouver une solution plus stable après la naissance du bébé. Mes parents ne savaient pas quoi faire, car ils venaient juste d'exclure Émilie des événements familiaux tant qu'elle ne présentait pas ses excuses pour son comportement à la fête. Mais en même temps, ils ne voulaient pas laisser leur fille enceinte sans abri pendant les dernières semaines de sa grossesse. Ils m'ont demandé comment je me sentirais si Émilie revenait vivre chez eux, et si cela risquait d'interférer avec ma relation avec eux ou avec ma volonté de leur rendre visite. Je leur ai dit que malgré notre conflit actuel et ma colère à propos de ce qui s'était passé lors de la fête, je ne pensais pas qu'un bébé innocent devait souffrir à cause des mauvais choix et du comportement de sa mère. Je leur ai conseillé de la laisser revenir temporairement, afin qu'elle puisse accoucher dans un environnement sûr et se remettre tranquillement. Je leur ai expliqué que mon problème concernait le comportement d'Émilie, ses besoins d'attention et ses accusations mensongères, mais pas son enfant à naître. Je pouvais faire la distinction entre mes sentiments à son égard et ma préoccupation pour le bien-être du bébé. Je leur ai précisé néanmoins que j'attendais d'eux qu'ils maintiennent certaines limites vis-à-vis d'Émilie, même si elle revenait vivre chez eux. Elle devait tout de même aller au bout de ses excuses publiques pour que je sois disposée à avoir à nouveau un contact direct avec elle. J'ai également ajouté que si Émilie utilisait sa grossesse ou sa situation de précarité pour manipuler nos parents afin d'échapper aux conséquences de ses actes, alors je reverrai mon avis concernant son hébergement. Mes parents ont accepté de la laisser revenir vivre à la maison, avec l'accord que ce serait une solution temporaire, centrée sur la santé et la sécurité du bébé. Cela ne signifiait pas qu'ils excusaient ni oubliaient ce qui s'était passé lors de la fête. Ils ont rappelé Émilie pour lui dire qu'elle pouvait s'installer dans son ancienne chambre jusqu'à 6 semaines après l'accouchement, afin qu'elle ait le temps de se remettre physiquement et de commencer à chercher une solution de logement plus durable. Émilie est revenue chez nos parents hier, avec seulement 4 valises de vêtements et quelques affaires personnelles, car Denis lui avait demandé de partir immédiatement, sans même lui laisser le temps de faire ses bagages correctement. Selon ma mère, Émilie pleure presque en continu depuis son arrivée. Elle répète sans cesse que sa vie s'est effondrée, et que tout le monde l'a abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de soutien. Il paraît que Denis a dit à Émilie qu'il continuerait à prendre en charge ses frais médicaux liés à la grossesse et à l'accouchement, puisqu'ils sont encore légalement mariés, mais qu'il ne paierait rien pour l'enfant une fois né, car il n'en est pas le père biologique. Il a aussi dit qu'il voulait qu'Émilie retire toutes ses affaires de leur maison dans les 2 prochaines semaines, qu'il allait changer les serrures et déposer la demande de divorce dès que possible.
Émilie a essayé de contacter le père biologique de son bébé, apparemment le fameux Randall dont les messages avaient été lus par Denis à ma fête de remise de diplôme. Mais selon ma mère, Randall ignore ses appels et ses messages depuis qu'il a appris la grossesse. Émilie a confié à nos parents que Randall était marié, avec 2 enfants, et qu'il lui avait clairement fait comprendre pendant leur relation qu'il ne quitterait jamais sa femme, ni n'assumerait les conséquences de leur liaison. Mes parents se sentent dépassés depuis qu'Émilie est revenue vivre chez eux, car elle demande beaucoup de soutien émotionnel et d'attention, alors qu'elle traverse le divorce, l'approche de l'accouchement, et une future vie incertaine en tant que mère célibataire. Ma mère m'a dit qu'Émilie monopolise leur temps avec des conversations constantes sur ses problèmes et ses angoisses, et qu'elle leur demande sans cesse de prendre des décisions à sa place, comme trouver un avocat, choisir un pédiatre ou faire des démarches pour obtenir des aides de l'État. Je ne suis pas retournée chez mes parents depuis qu'Émilie y vit, car je ne suis pas encore prête à interagir avec elle, et je ne veux pas ajouter du stress supplémentaire à une situation déjà difficile. J'appelle ma mère tous les 2 ou 3 jours pour prendre des nouvelles et lui proposer des conseils pratiques sur les ressources disponibles pour aider Émilie à se préparer à une vie autonome après la naissance du bébé. Mise à jour finale. 1 an plus tard. Cela fait maintenant 1 an jour pour jour que l'incident de la fête de diplôme a détruit ma relation avec Émilie et révélé son infidélité ainsi que ses mensonges sur la grossesse. Je voulais donner une mise à jour finale sur la façon dont tout cela a évolué pour notre famille, et à quoi ressemble la situation actuelle maintenant que les choses se sont stabilisées. Émilie a donné naissance à une petite fille en bonne santé, prénommée Grace, 3 semaines après être revenue vivre chez nos parents. L'accouchement s'est bien passé malgré tout le stress et les tensions autour des circonstances de la grossesse. Denis est venu à l'hôpital quand Émilie est entrée en travail, car ils étaient encore mariés légalement et il voulait qu'elle soit soutenue pendant la naissance. Mais il a précisé clairement que ce serait sa seule implication, et qu'il ne jouerait aucun rôle parental auprès de l'enfant. Le divorce entre Émilie et Denis a été finalisé il y a environ 8 mois, après une longue procédure incluant le partage des biens et la fixation d'une pension. Denis a gardé la maison, tandis qu'Émilie a reçu une petite indemnité qui lui a permis de payer ses frais juridiques et de créer un petit fonds d'études pour Grace. Denis a été plutôt correct dans cette histoire, et il n'a pas cherché à rendre le divorce plus difficile qu'il ne l'était déjà, même s'il aurait eu toutes les raisons d'être amer face aux mensonges et à la trahison d'Émilie. Émilie n'a jamais présenté les excuses publiques que mes parents exigeaient avant qu'elle ne puisse participer de nouveau aux événements familiaux. Elle vit encore chez nos parents, comme une résidente permanente, au lieu de trouver un logement et construire son indépendance en tant que mère célibataire. Mes parents ont fini par demander et obtenir la garde légale de Grace, car il est vite devenu évident qu'Émilie souffrait de dépression et n'était pas en mesure de s'occuper seule d'un nouveau-né. Depuis, ce sont essentiellement eux qui élèvent Grace, pendant qu'Émilie travaille à temps partiel dans un magasin. Le père biologique, Randall, refuse toujours de reconnaître la paternité ou de fournir un quelconque soutien financier pour Grace. Émilie travaille avec un avocat spécialisé en droit de la famille depuis 6 mois, pour essayer de forcer Randall à faire un test de paternité et à payer une pension alimentaire. Randall, de son côté, a engagé un avocat et conteste la demande, car il ne veut pas que sa femme découvre la liaison, et il craint que le versement d'une pension n'impacte la situation financière de sa propre famille. Même si Émilie gagne le procès et obtient une pension, le montant ne suffira probablement pas pour qu'elle puisse assumer seule un loyer et une garde d'enfants tout en travaillant à temps plein. Ma relation avec Émilie est restée tendue et distante tout au long de cette année, car elle ne s'est jamais excusée pour ses accusations mensongères lors de la fête, ni reconnu que son comportement avait été déplacé et blessant. Nous ne nous sommes parlé directement que quelques rares fois, lorsque je rendais visite à mes parents et qu'elle se trouvait dans la même pièce. Ces échanges étaient polis mais froids, sans aucune tentative d'aborder les vrais problèmes entre nous. Émilie semble s'être persuadée que tout le monde avait exagéré ce qui s'était passé lors de la fête, et qu'elle était la vraie victime de l'histoire, car elle avait perdu son mariage et s'était retrouvée mère célibataire avec peu de moyens. Mes parents portent difficilement le poids financier et émotionnel que représente le fait de soutenir Émilie et Grace. Ils ont visiblement vieilli au cours de cette année, usés par le stress d'avoir à recommencer un rôle parental à plus de 55 ans. Ils aiment profondément Grace, et ils sont déterminés à lui offrir un foyer stable, mais ils m'ont confié en privé qu'ils s'inquiétaient de leur capacité à répondre aux exigences de l'éducation d'un jeune enfant, tout en gérant leurs propres problèmes de santé et leur avenir à la retraite. J'essaie de les aider autant que possible en gardant Grace de temps en temps, et en contribuant financièrement pour ses affaires de bébé. Mais j'ai tenu à garder mes distances vis-à-vis d'Émilie. Grace est une enfant innocente, qui mérite d'être aimée et soutenue par sa famille élargie. Mais je refuse de faire comme si les actions d'Émilie étaient acceptables, simplement parce que le temps a passé. Je n'ai pas retrouvé ma sœur. Nous ne sommes plus proches, et peut-être que nous ne le serons jamais.
Mais j'ai appris à poser mes limites, à dire non aux comportements destructeurs, même lorsqu'ils viennent de la famille. Ce que j'ai perdu ce jour-là, je ne le récupérerai pas. Mais ce que j'ai gagné vaut tout autant, la certitude que ma voix compte, que ma douleur mérite d'être entendue, et que la paix ne doit jamais être construite au prix du silence. Parfois, grandir, c'est choisir de ne plus porter les erreurs des autres. Même quand ils portent le même nom que vous.